Bonjour à tous, je m'appelle Marc Julier, je suis coach professionnel en entreprise et je suis ravi de partager avec vous le projet Coach Station. Ce projet a pour but de faire découvrir au plus grand nombre le coaching professionnel, en invitant des coachs et des coachés qui nous font part de leur parcours et de leur expérience. Alors commençons dès maintenant avec Gabriel Hans, dirigeant de Convergence, ancien président de la MCC France, vice-président du Sinov, coach et superviseur, et parrain de Coach Station. Voilà, à tout de suite. Bon, bonjour Gabriel, merci d'être sur Coach Station aujourd'hui pour parler ensemble de coaching. Bonjour Marc et un grand merci à toi de m'accueillir sur ta chaîne. Bon, donc on parle de coaching professionnel, hein, on est d'accord. Tu nous diras en quoi la nuance est importante. Bon, tu as un parcours très riche. Tu as voilà, tu es quelqu'un d'assez humble, mais quand même, il y a du parcours derrière. Tu vas nous expliquer un petit peu tout ce que tu as fait. Là, il y a un nouveau changement derrière moi qui est une deuxième partie de l'EMCC. Tu nous diras un petit peu, si tu veux bien, ce que tu as apporté de ta participation à l'EMCC. Voilà, ce qui a pu aussi ouvrir comme champ possible pour les futurs coachs et ceux qui sont déjà coachs donc auprès de l'EMCC. Voilà, je te laisse te présenter, nous dire un petit peu ce qui t'a amené au coaching. Oui, bien sûr. Écoute, pas de souci. Moi, j'aime beaucoup effectivement qu'on commence par partir un peu des personnes et pas qu'on parle de concepts ou de choses un peu théoriques, parce que d'abord, notre métier est constitué de femmes et d'hommes. Donc, tu as en face de toi effectivement un coach professionnel et je n'en reviens pas d'en être là où j'en suis aujourd'hui et je suis très ému en fait. Tu vois, en t'en parlant, je suis très touché parce que souvent je fais une petite rétrospective un petit peu de ce qui m'a amené là, mais aujourd'hui ça a une signification un peu particulière puisque la semaine dernière je viens, j'allais dire presque de rendre mon tablier, non, c'est pas tout à fait l'expression, c'est-à-dire je viens de terminer 5 années de mandat de présidence à la tête de la MCC France et donc il y a une nouvelle page qui s'ouvre pour moi et j'en dirai 2 mots parce que ça a été une période absolument extraordinaire, vraiment fantastique. Mais avant ça, ce que je peux te dire, c'est que déjà quand j'étais gamin, j'étais passionné des organisations. En 6e, je lisais Le Monde économique. Alors, les copains se foutaient de ma gueule. En 5e, je lisais à l'époque, je me souviens, j'étais tout gamin, Le Nouvel Économiste. J'étais passionné par ça. Je sais même pas si la revue existe encore d'ailleurs. Ouais. Enfin, j'étais déjà passionné par les entreprises, les organisations. J'ai très vite adoré le monde du paritarisme français. Alors, quand je dis ça aux organismes paritaires, ils sont morts de rire. Ils me disent, écoutez, franchement, il y a que vous que ça intéresse, l'histoire du paritarisme français. Mais tu vois, en fait, les systèmes et les organisations m'ont toujours passionné. À tel point que j'ai fait un bac d'économie, un bac B à l'époque, et ensuite très vite, en fait, je suis rentré à la fac d'économie politique, économie, ça s'appelait sciences économiques et de gestion à Lyon. À Lyon. Et voilà, et sur tout Lyon, de suite. Voilà, oui, j'étais sur Lyon. Et je suis né à Lyon, j'ai fait toutes mes études sur Lyon et j'ai encore mon cabinet à Lyon, même si On salue je les voyage. Lyonnais. Voilà. Et en fait, tout de suite, l'organisation m'a passionné à tel point que, eh bien, dans mes études d'économie politique, j'étais passionné évidemment par l'observation des acteurs économiques, l'observation. J'ai fait beaucoup de comptabilité nationale, ça m'a passionné. Donc, j'ai fait beaucoup aussi de modélisation, mais je revenais sans arrêt à l'organisation. Et j'ai eu une chance incroyable, c'est que pendant mes études, j'ai rencontré un personnage absolument hors norme, Henri Saval, qui était l'un des fondateurs de l'Institut Iséor, qui a imaginé la théorie des coûts cachés sur les chaînes de production de Danone dans les années 70. Je ne sais pas si tu vois. Bon, moi, j'étais tout petit dans les années 70. Mais pour te dire que l'organisation est mon univers, ma passion. Et en fait, j'ai un parcours, alors on a tous des parcours atypiques en tant que coach professionnel, mais mon parcours vient de ma passion des organisations, du fait qu'à l'issue de ma formation universitaire, je me destinais plutôt à la Cour des comptes ou à l'INSEE ou à quelques grands corps d'État. Et puis, bon, c'était la crise des diplômés en 1993. Et finalement, j'ai fait un choix radical, mais radical par rapport à mes confrères d'époque, c'est de me mettre à mon compte et de faire du développement en organisation.
tout de suite, j'ai été consultant en développement des organisations. Donc, j'ai commencé par ce biais-là. Et c'est en faisant du consulting et en ayant des équipes qui ont grossi, puisque je suis parti de zéro. Et au début des années 2000, j'avais quand même 37 salariés. C'est pas rien. Bravo, hein. C'est une sacrée équipe, ouais. Quand même. Hein. Ah ouais, je ramais tous les mois pour payer les salaires. Ça faut plus trop en parler, mais quand même, voilà. Ouais, c'est une sacrée pression aussi, hein, parce que faut gérer. Hein. Ouais, c'est clair. Il y a plusieurs métiers. Comment ? Il y a plusieurs métiers d'ailleurs dans ce que tu as fait là dans le cabinet de consulting. Il y a différents métiers. Bah, tu nous en reparleras après. Bien sûr, il y a le dirigeant, il y a le manager, il y a l'expert métier, etc. Et en fait, ce qui a été d'extraordinaire, c'est que on m'a dit à l'époque, mais tiens, tu as déjà rencontré des coachs d'organisation? Alors, je dis, mais non, je sais même pas ce que c'est. Et donc, on m'a fait rencontrer, alors c'est déjà encore rare aujourd'hui, mais je te dis pas à l'époque, 2 coachs d'organisation. Et je les ai intégrés dans l'équipe pour voir. Et puis, j'ai commencé à voir leur mode de fonctionnement. Je me suis dit, mais c'est hallucinant. Au lieu de dire aux clients ce qu'ils doivent faire, ils mettent en place un accompagnement qui permet au client de bâtir sa propre solution. Moi, ça m'a sidéré. Je les ai vus faire ça. Ça m'a sidéré parce que j'ai vu l'efficacité, la puissance, derrière toute la finesse de faire monter les gens en autonomie, de voir chez eux ce qu'il y a d'excellent et non pas ce qui ne va pas, de pas essayer de combler sans arrêt les lacunes, mais de mettre au contraire en lumière les excellences. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais c'est hallucinant ça, c'est ça que j'ai envie de faire. Bon, et puis j'ai continué à faire du consulting. Puis un jour, j'ai un DRH d'une très grosse boutique parapublique, dont je tairai le nom quand même pour une question de confidentialité, une très grosse boutique parapublique, qui me dit, qui s'était formé au coaching et qui me dit, mais comment ça se fait que tu dis pas que tu es coach? En bon fils de prof, éducation nationale, je dis, tu sais, je suis pas formé, je suis pas légitime. Mais il me dit, mais qu'est-ce que tu attends? Et ça a été un déclic. Je me suis dit, mais oui, qu'est-ce que tu attends pour te former? Ce métier est génial, qu'est-ce que tu attends? Et donc, j'ai intégré une des écoles qui était déjà connue à l'époque. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, mais celle-là était connue, c'était la plus ancienne en France, l'école de Vincent Hénard, transformation à Paris. Donc, tout de suite, dès le premier module, je me suis dit, c'est mon univers, c'est génial. Et je me suis rendu compte que j'avais commencé à intégrer la posture de coach sur le terrain. Tu vois, en étant en contact avec mes collègues. Ah, c'est ça, grâce à ces fameux coachs en organisation qui un métier complémentaire finalement déjà. Voilà. Et alors du coup, tout de suite ça m'a parlé. Et puis j'ai pu mettre un échafaudage technique et théorique sur ce que j'avais vécu sur le terrain. Et j'ai mieux compris la remarque de ce fameux DRH qui d'ailleurs vient de m'envoyer il y a pas longtemps un mot absolument extraordinaire. Donc des années après, il se souvient toujours de moi et il me dit, mais quel parcours tu as fait, mais quel parcours, parce qu'il a appris que je quittais la présidence de MCC et il a vu la transformation d'ailleurs de notre métier ces dernières années. Et je me souviens que j'étais dans mon élément. Voilà. Donc, je suis arrivé par l'organisation, ce qui est pas courant. Et derrière, j'ai découvert la richesse et la puissance du coaching individuel. Je suis toujours un passionné du coaching de dirigeants, par exemple, mais aussi de managers. J'ai après découvert toutes les subtilités du coaching d'équipe. On vient d'en parler récemment tous les deux. Donc ça aussi, ça m'intéresse énormément. Et puis et surtout aussi, je reste toujours un passionné du coaching d'organisation, qui est vraiment un type d'accompagnement à la fois technique et très spécifique que peu de gens connaissent encore. Hein. Il y a des gens qui disent je coach des organisations parce qu'ils accompagnent des conseils d'administration, mais c'est pas ça, le coaching d'organisation. Si tu veux nous en toucher 2 mots, comme tu veux. Hein, je te laisse. Il y a pas de ouvert là-dessus, mais c'est vrai que c'est intéressant pour la petite histoire, tu nous as fait l'honneur alors moi je l'explique pour ceux qui savent pas que je suis en fin de formation en tant que coach professionnel auprès de MHD et donc tu nous as fait le grand plaisir hier soir de nous faire une visio justement sur les différents aspects du coach en entreprise et donc effectivement il y a différents types d'actions en coaching. C'est pas du tout les mêmes rythmes, c'est pas du tout la même façon d'aborder les objectifs ou les problématiques. Et c'est vrai que le coaching en organisation, c'est vraiment très spécifique. Ouais. En fait, c'est surtout je pourrais en dire 2 mots, mais c'est surtout le dispositif mis en œuvre qui est très spécifique dans le coaching d'organisation. C'est-à-dire que face à un système complexe comme l'organisation, nous avons besoin de mettre en place tout un système de complexité équivalente en face
pour accompagner l'organisation. C'est ça qu'il y a de particulier. Ok. Du coup, le coach d'organisation doit être capable de piloter un système accompagnant, capable d'identifier les processus parallèles, les effets miroirs, etc. Voilà. Et il y a des prérequis par rapport à ça que tu conseillerais un type de formation qui peut aider un petit peu à aller vers Alors, c'est intéressant, il y a très peu de formations actuellement qui forment au coaching d'organisation. C'est assez récent, même s'il y en a une qui forme depuis quelques années d'ailleurs sur Lyon. On est en train de travailler à plusieurs écoles sur un référentiel de coach d'organisation et de système complexe d'ailleurs. Et on en a défini les grands principes. Il y a maintenant aussi une organisation qui a rejoint le CIMAX, dont je dirai deux mots, qui s'appelle le Centre européen des coachs d'organisation, le CECORP, qui est spécialisé là-dedans. Enfin, il commence à se faire beaucoup de choses. Et puis, il commence à y avoir de la littérature. La France fait partie des pays très en pointe sur le coaching d'organisation, notamment avec des gens comme Michel Moral, comme Patrick Dubois, comme Hugues Le Sceau, etc. Voilà, ce sont vraiment des gens, ou alors je pense encore à Nicolas Schilfart, etc. Ce sont vraiment des gens qui se sont penchés sur ce qu'est le coaching d'organisation. Ouais. Ok. Bon, bah écoute, ça, on suivra de près ce type de coaching parce que je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. Alors, du coup, je t'ai un peu coupé dans ton parcours. Donc là, après le cabinet de consulting qui petit à petit va basculer après la formation de coach. Même pendant la formation, tu parles de mon cabinet à moi? Ouais. Ah oui, non, mais pendant la formation, j'ai dit à mes collègues, écoutez, moi, je n'ai plus envie de faire que du coaching. Donc, ça a été la bascule radicale. Alors, c'était marrant d'ailleurs, parce que dans mon groupe de pairs, il y avait essentiellement des gens soit qui étaient en reconversion professionnelle, donc qui n'avaient pas de clients, soit des gens qui étaient en poste. Et j'étais le seul à avoir déjà mon cabinet, déjà des clients. Et en fait, je ramenais tous mes cas clients, parce qu'à mes clients, je leur ai dit officiellement, ça y est, je me forme au coaching. Maintenant, je ne fais plus de conseils, je fais du coaching. Et donc, je ramenais tous mes cas. Dans les groupes de pairs, ils étaient super contents. Les copines me faisaient des fiches de lecture. Les copains me récupéraient des biographies. Et moi, je leur ramenais tous mes cas. Tu vois, et j'en avais un. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais manqué de travail. Quand je pense qu'il y en a qui disent qu'on peut pas vivre de ce métier, moi, depuis le milieu des années 2000, je ne vis que de ça. Et puis aussi de supervision parce que je suis aussi superviseur. Mais mon activité principale reste quand même le coaching. Voilà. D'accord. Et du coup, ils les ont pris comment les clients là, quand tu leur as dit on va passer maintenant du consulting au coaching? Parce que tu nous feras la nuance tout à l'heure, il y a quand même des nuances. Parfois, on confond formation, consulting, coaching. Il y a un mélange parfois qui se fait. Oui, alors surtout qu'en plus, c'est intéressant que tu me dises ça parce que j'ai beaucoup travaillé, notamment avec Marie-Hélène Dini, qui est la fondatrice de MHD, et aussi avec d'autres écoles. J'ai beaucoup travaillé sur le référentiel de compétences qu'on a déposé chez France Compétences pour le fameux titre coach professionnel enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, le RNCP. Donc, j'ai travaillé sur ce dossier avec beaucoup de passion avec les écoles. Et c'est vrai que on s'est d'ailleurs posé la question en observant les cohortes, on s'est aperçu qu'il y a un métier, le métier de coach professionnel, et il y a des emplois coach, formateur, consultant. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte, et on l'a très bien expliqué à France Compétences, qui a accepté tout à fait notre analyse du marché, c'est que quand un coach intervient dans une entreprise, il peut y avoir dans son intervention des parties de consulting et des parties de formation. Et on ne sait pas toujours à l'avance comment les choses vont s'articuler, la proportion. Et c'est pour ça que souvent on nous dit, mais alors vous êtes coach, vous êtes consultant, vous êtes formateur. Je peux être amené à être les trois. Mais si je suis amené à mettre en œuvre les trois casquettes, c'est extrêmement important que j'ai des contrats parfaitement clairs avec mon client et que je ne lui fasse pas prendre pour du coaching ce qui est du consulting ou du consulting ce qui est de la formation, etc. Donc, en fait, on voit l'enjeu de notre métier, et c'est d'ailleurs la première compétence du coach professionnel, la première que vous apprenez, c'est comment je contractualise avec mon client. Et la deuxième, c'est être capable de faire émerger une demande et d'analyser même la demande avec notre client, parce que souvent les consultants prennent les demandes telles que, alors que les coachs vont aller creuser pour identifier est-ce que c'est la demande explicite, est-ce que c'est une demande latente, est-ce que c'est une demande confuse, est-ce que c'est une demande ambiguë, ambivalente, paradoxale, enfin je t'en passe, des non-demandes, etc. Donc notre deuxième compétence, notre deuxième compétence, c'est analyser les demandes. Voilà. Alors du coup, comment ça se passe? C'est-à-dire que quand il y a une rencontre, par exemple, dans le cadre de l'entreprise, il y a une tripartite.
Donc, il y a une demande qui est faite. Bon, généralement, c'est la direction qui est un peu qui peut débloquer ce type de demande. Est-ce que quand tu rencontres une personne que tu vas coacher, tu dis à ceux qui ont fait cette demande au départ, voilà, ça va être la partie qui concerne la formation, ou ça va être comment tu arrives à faire le distinguo auprès de ceux qui ont commandé, enfin qui t'ont missionné finalement pour un coaching. Est-ce que tu leur dis, écoutez, j'ai bien entendu qu'il y avait au départ une mission de coaching, mais je pense qu'il serait intéressant d'avoir telle ou telle partie sous forme de formation, ou comment tu amènes Alors, les en choses? fait, déjà, quand c'est du coaching individuel, c'est relativement simple d'identifier si la demande est bien une demande de coaching ou pas. Bon. D'accord. Et puis, donc, si l'essentiel du besoin, c'est du coaching, on passe un contrat de coaching. Et il n'empêche que de temps en temps, on peut être amené à transmettre un outil, un concept, d'expliquer les choses. Donc, ça, c'est plutôt la partie formative du coaching. Et puis, on peut être aussi amené à un moment, si par exemple le client est noyé, que le client est en extrême difficulté, de lui dire, ou bloqué tout simplement, ou se sentant dans une impasse, on peut être amené en fait à délivrer un conseil. Mais ce que je dis, le coach ne s'interdit pas de donner du conseil, mais il ne le donnera jamais comme le fait un consultant. C'est ça la grande différence. Et où se situe la différence? Elle est majeure. Un consultant va dire, écoutez, vous avez tel problème, voilà ce qu'il faut que vous fassiez, et je vais vous aider à le réaliser, on va vérifier la conformité, et éventuellement, on mettra en place des actions correctives pour y arriver. Le coach ne va pas du tout procéder comme ça. Et attention, je n'oppose pas l'un et l'autre en disant l'un est bien, l'autre est pas bien, pas du tout. Nous avons besoin de consultants, il y a des consultants de très haut niveau, il n'y a aucun souci, et nous avons même l'habitude de travailler avec eux, nous avons l'habitude de mailler avec eux, et nous-mêmes, moi-même, j'ai été consultant avant, il peut m'arriver de conduire des missions de consulting. Mais quand nous délivrons du conseil en tant que coach, nous n'oublions jamais, enfin je l'espère, en tout cas j'espère de ne pas oublier pour moi, nous n'oublions jamais que le coach est d'abord là pour permettre à son client de bâtir ses solutions et de s'autonomiser. Le client apprend à se passer du coach. Et pour apprendre à se passer du coach, alors ça fait très anti-commercial, hein, vous apprenez à ne plus me payer. C'est quand même pas mal. C'est pas toujours ce que font les consultants d'ailleurs, hein. Il y en a qui aiment bien chaîner. Bon, voilà, nous, notre objectif, c'est quand même l'autonomisation du client. Et du coup, quand on va donner un conseil, quand on va sentir qu'il est important de donner un conseil, je vais par exemple dire au client, tiens, là, je sens que vous êtes, que vous sentez coincé ou que il vous manque peut-être une option. Est-ce que ça vous intéresserait que je vous partage ce que moi, je ferais à votre place? Ouais, donc, alors là, qu'est-ce que l'on fait? On passe un contrat avec le client. On lui pose la question. Alors, et il nous dit oui ou il nous dit non. Oui. Donc là, tu ouvres une parenthèse, mais le coaching a déjà commencé. C'est-à-dire qu'on est déjà, on est déjà sur quelque chose qui a commencé. Oui, bien sûr, bien sûr. Okay. Non, mais là, c'était pour t'expliquer les différentes postures. Okay. Et puis après, une fois qu'on a délivré le conseil, on va dire au client, et du coup, comment, si ça vous intéresse, comment vous verriez faire? C'est-à-dire qu'on va vérifier la manière dont le client va se réapproprier dans sa représentation, dans sa manière de faire, dans son rapport au monde, dans ses croyances, ses valeurs, comment il va se réapproprier ce que le coach amène. Donc, tu vois, c'est très différent de la posture du consultant. Mais sinon, alors, le coaching individuel, en général, c'est relativement simple. Là où ça devient plus difficile, c'est en général quand on est face à du coaching d'équipe ou du coaching d'organisation. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais dans le coaching d'équipe, par exemple, si vous faites du team coaching, hein, c'est de l'accompagnement d'équipe pour renforcer la performance de l'équipe, eh bien, il y a des moments où vous allez devoir transmettre des choses, dire aux gens, tiens, vous ne savez pas ce que c'est que la communication non violente, eh bien, je vais vous aborder quelques outils de communication non violente, OSBD, etc. Vous avez besoin d'identifier les processus parallèles qui vous mettent en difficulté, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un processus parallèle et comment on le traite. Là, tu vois, c'est la dimension transmission. Okay. Et puis, il y a des moments où on va être très haut non seulement sur le cadre, mais aussi sur le processus. Tu vois. Et donc là, on va être plus dirigiste éventuellement, hein, pour que le client, par exemple, modélise une manière d'interagir dans le groupe. Et puis, petit à petit, on va faire monter les gens en compétences. Donc, il peut y avoir du consulting. Par exemple, typiquement, ce que j'évoquais hier, hein, quand on fait de la cohérence d'équipe, tout d'un coup, vous apercevez que le client a des indicateurs financiers qui envoient son organisation droit dans le mur. Vous-même, vous venez du monde de la finance, vous dites,
attendez, comment ça se fait que vous appuyez sur un indicateur de trésorerie pour prendre des décisions stratégiques? C'est-à-dire que là, vous allez l'interpeller sur une dimension technique. Ça va permettre au client de prendre conscience de ce qui se passe, éventuellement, si c'est votre métier, d'apporter un complément d'information, mais après, tout de suite, vous allez essayer de rebasculer en mode coaching, c'est-à-dire lui dire, OK, du coup, qu'est-ce que vous pouvez faire, comment vous allez vous y prendre, qui vous pouvez interpeller dans l'organisation, comment vous allez renégocier vos objectifs, etc. Tu vois? D'accord. Ouais. Donc, c'est plus sur l'équipe et l'organisation où le risque du flou entre la dimension formative, la dimension consulting et la dimension coaching peut être difficile. D'accord. Et il faut du coup être très agile, bien sûr, très, très, très agile. Et l'idée, c'est presque d'envisager si vraiment on sent qu'il y a enfin, parce que, bon, j'imagine qu'il y a plusieurs timings, j'allais dire. Il y a des choses dont on se rend compte durant le coaching, et puis il y a des choses qu'on peut déjà appréhender avant le coaching. Et là, on peut anticiper avec. Alors voilà, tu as tout à fait raison. Il y a toujours le contrat de départ. Et moi, ce que j'explique beaucoup à mes supervisés, j'ai pas mal de groupes de supervision, et très souvent, j'ai mes supervisés qui me disent, oh là là, je me suis pas rendu compte qu'il aurait fallu que je contractualise tel aspect, tel aspect. Ben, c'est pas grave, ça arrive, ça n'est absolument pas grave. En permanence, tout au long d'un accompagnement, nous avons le droit de recontractualiser, soit à l'intérieur d'une séance, c'est ce qu'on appelle les contrats de séance, soit de recontractualiser, par exemple, à mi-parcours. Vous faites un tripartite de mi-parcours et tout d'un coup, vous apercevez que la personne a déjà atteint ses objectifs ou que d'autres objectifs émergent ou qu'elle a des challenges qui se compliquent. Et donc, vous reposez un nouveau contrat. Rien n'interdit de recontractualiser en cours d'intervention. Rien. Et j'allais dire, au contraire, c'est la preuve d'une grande humilité, grande souplesse, grande ouverture de la part du coach, bien sûr. Ouais. Ok, bah super. Bah, merci beaucoup pour cette précision. Parce que c'est vrai que parfois, on sait pas toujours comment appréhender tout ça. Donc là, c'est effectivement, on voit que c'est souple et s'il y a besoin, on peut adapter au cours des séances. Ce que dit très bien Edgar Morin. Edgar Morin dit la complexité, ça ne peut se traiter que par le complexe. Et dans le complexe, il y a toujours trois polarités. Il y a l'ordre, le désordre et l'organisation. L'ordre, c'est par exemple toutes les lois, les règles, les contrats qui vont permettre de perpétuer les systèmes. Le désordre, c'est tout ce qui émerge, auquel personne ne s'attendait et qui va venir foutre en l'air tout ce que l'on a mis en place. Et par exemple, mon confrère Vincent Lénart, avec qui je me suis formé et avec qui j'ai beaucoup enseigné, dit la première qualité du coach, c'est de savoir gérer ses frustrations. Alors au début, je croyais qu'il disait ça en riant, mais en fait, il a raison. C'est-à-dire que ça ne se passe jamais comme prévu dans les entreprises, et c'est pas grave. Ça n'est pas grave. On a prévu un contrat, il se passe tout autre chose. Il faut que le coach accepte de ne pas se rigidifier sur le cadre. Le cadre est un point de référence. Le contrat est une protection mutuelle pour le coach, pour le coaché, pour l'organisation, mais ça ne doit pas être un point de crispation. Si on se rend compte que les objectifs sont pas bons, on les change. Si on se rend compte que les indicateurs d'évaluation d'atteinte des objectifs ne sont pas smart, par exemple, eh bien on les change, ça n'est pas grave. Face à la complexité, nous sommes obligés d'être agiles. Parce que sinon, Edgar Morin dit, il y a une troisième polarité, c'est l'organisation, c'est ce que produisent les systèmes. Eh bien, si on ne peut rien produire parce que le contrat est trop rigide et pas adapté, ou parce qu'il y a trop d'anarchie dans ce qui est fait, il n'y a pas assez de cadres, il n'y a pas de contrat, par exemple, eh bien, dans les deux cas de figure, on ne peut pas accompagner. Tu vois, le propre de la complexité, ne l'oublions jamais, ce sont les trois polarités ensemble. C'est l'ordre, donc le cadre, le contrat, les règles, les us, les coutumes, tout ce qui va générer de la pérennité. C'est le désordre, c'est tout ce qui émerge et que personne n'avait envisagé, qui va mettre un bazar pas possible. Hein, c'est la crise dans l'homéostasie des systémiciens, par exemple. Et puis la troisième polarité, qui est l'organisation, c'est-à-dire ce qui va sortir, ce qui va être produit. Tu vois, voilà. Les trois en même temps. On peut pas en éviter un. Ok. Bah, merci pour cette mise au point, j'allais dire, cette mise en lumière. Est-ce que tu veux qu'on continue un petit peu sur ton parcours? Parce que là, on en a qu'il y a une partie. Donc après, bah, du coup, tous les clients sont convertis au coaching et non plus. Ah oui, alors, ce qu'il y a de bien, j'ai, je crois, une chance incroyable. Enfin, j'en sais rien, mais je finis par croire que j'ai de la chance. Moi, j'ai jamais eu de clients qui m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, le coaching, c'est galvaudé. Moi, j'ai plein de consoeurs et de confrères qui me disent, ah oui, alors le coaching, c'est un mot galvaudé. Je n'ai jamais rencontré ce problème-là. Ce que je sais, c'est que je n'ai jamais commencé par aller voir mes clients en disant, vous savez, je suis coach professionnel, je suis un gars super, vous avez besoin de moi. Non.
Jamais. Ce que j'ai toujours fait, je pense que ça, c'est quelque chose de gagnant pour les coachs, c'est que je me suis toujours autorisé à offrir 3, 5, 7, 10 minutes d'espace ouvert avec ma posture de coach, où je me suis autorisé à écouter vraiment les personnes, où je me suis autorisé à ressentir ce qui se passait dans la relation, parce qu'en fait, je t'ai dit que j'avais une passion, c'est l'organisation, mais j'ai une deuxième passion, j'ai une chance extraordinaire, je suis comme Jean d'Ormesson, j'ai de la chance. J'ai une chance extraordinaire, c'est que je suis un amoureux de la relation, je suis un passionné de la relation. Tu me mets au milieu des vaches comme mes parents me faisaient tous les étés à la campagne pour que je prenne l'air frais, pour que le petit Lyonnais aille prendre un bol d'air d'oxygène à la campagne, eh bien moi je mourrais sur place. J'ai besoin de contact, tu vois. Bon, donc, avec les vaches, c'est une autre forme de contact, mais. Ouais. Je suis jamais trop joué Jacques Chirac à tâter le cul des vaches, hein, j'avoue. Mais bon, enfin ça tu pourras couper. Mais non, allez, tu peux le laisser. Alors, plus sérieusement, je suis un amoureux de la relation. Et tu vois, quand je rencontre des gens, tu vois, par exemple, quand je fais des interviews, je sais pas si tu as vu, j'ai fait des interviews géniales de Joël de Ronet, de Claudie Aigneret, Pierre Rabhi. Enfin, j'ai vraiment eu une chance extraordinaire pendant cette période de mandature à l'EMCC. Et je me suis rendu compte, mais qu'est-ce qui fait que tu adores interviewer? Et je crois que tu vois ce que tu es en train de faire. J'adore ça, moi. Alors, dis-nous. Ouais. Ben, j'adore parce que, en fait, ce qui me réjouit, c'est quand j'arrive à permettre à la personne de montrer d'abord ce qu'elle pense, ce qu'elle a vraiment envie de dire. Je ne sais pas lui faire dire à tout prix quelque chose, comme parfois certains journalistes. Et puis surtout, quand je la vois me dire ce qui la passionne. Quand je vois tout d'un coup le visage s'éclairer, que je vois le visage briller et que tout d'un coup la personne me parle de ses passions, de ses envies, de ses rêves. Il y a un très beau titre d'ailleurs de Lennart, il a écrit un livre fantastique qui s'appelle, je ne sais pas si tu l'as lu, Engagement, espoir, rêve. J'ai trouvé ce titre extraordinaire. Ouais, on a tellement de bouquins à finir que je te dirais. Bon, puis il y en a plein dans le coaching. Mais bon, je le mettrai sur ma liste, c'est promis. Voilà. Donc, quand je vois mes interviewés tout d'un coup avoir le regard qui s'illumine et parler de leur passion, ben moi, ça m'émerveille. Ben, je suis un peu comme ça avec mes clients potentiels. Tu vois, souvent, j'ai rencontré mes clients par hasard dans des salons professionnels. Je tombais sur quelqu'un qui était en train de boire un café, qui était comme moi, un peu perdu à se demander ce qu'il faisait là. Et puis, je me souviens qu'une fois, je dis à une dame, mais moi, c'est la première fois que je viens dans ce salon. Est-ce que vous savez quelles sont les conférences qui sont intéressantes? Elle me dit, vous savez, moi aussi, c'est la première fois, je sais pas trop. D'ailleurs, je m'ennuie un peu, je sais pas quoi faire. Je dis, ah bon, mais qu'est-ce que vous faites? Alors, elle me dit, je suis directrice régionale je te passe le détail quand même pour protéger la confidentialité. Et il se trouvait, bon, c'était peut-être le hasard, mais il se trouvait que je connaissais un peu le contexte de son organisation, qui est une très, très grosse organisation française. Et je lui dis, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, vous passez une période complexe avec une remise en cause de vos missions, etc. Elle me dit, voilà, m'en parlez pas, c'est la catastrophe dans les équipes, les gens vont mal, s'interrogent sur l'avenir. Puis elle commence à me parler. Je lui pose 2-3 questions. Je lui dis, du coup, comment vous faites face à cette situation? Est-ce que vous avez d'autres pistes qui vous viennent à l'esprit? En fait, tu vois, je me suis mis naturellement dans la posture de coach. Et elle m'a dit, vous êtes coach. J'ai dit, ah bon? Vous en êtes aperçu? En 15 minutes, j'ai fait plus de progrès dans ma réflexion qu'en 3 ans de réflexion toute seule devant mon écran. Et elle me dit, j'ai besoin de vous. Vous avez une carte? Et alors moi, toujours aussi mauvais dans ce domaine, j'avais pas de carte, donc j'ai écrit sur un bout de nappe en papier mon nom, mon numéro de téléphone. Et en fait, très souvent, ça se passe comme ça. Très souvent, il n'y a pas besoin d'essayer de mettre le pied dans la porte, de dire coucou, je suis coach professionnel. Non, c'est de se rendre visible et puis d'utiliser ce que nous savons faire. D'ailleurs, je ne sais pas si tu connais Thierry Chavel qui enseigne à Assas le coaching. Non. Il dit arrêtez de vouloir vendre du coaching, coachez. Il a raison. Offrons 5-10 minutes. Et puis, si les gens ont envie de contractualiser avec nous parce qu'ils trouvent que notre posture est intéressante, c'est super. Et s'ils n'ont pas envie, c'est leur droit le plus absolu. Bien sûr. Voilà. Alors, toi, tu as une phrase que j'aime bien, c'est le coaching, ça se vend pas, ça s'achète. Ah ouais, alors ça, je la tiens de Vincent Hénard, comme genre à César ce qui est à César. Okay. J'en ai une autre à moi, ça je te la dirai, une vraie à moi, vraiment traduit. Mais celle-là, elle est de Vincent, il dit le coaching, ça ne se vend pas, ça s'achète. Il a vraiment raison. Ça sert à rien d'essayer de convaincre les gens qu'ils ont besoin de vous, à rien du tout. Et d'ailleurs, là-dessus, moi, je m'appuie sur les fameux 4 points de Steiner que je t'ai rappelé hier, de Claude Steiner, qui dit le premier point d'un contrat réussi, c'est la plus grande liberté possible de consentement de chacun des acteurs. Le coaché doit pouvoir dire oui, doit pouvoir dire non.
le N+1 doit pouvoir dire oui, doit pouvoir dire non, et le coach aussi. Ouais. Tu vois? Donc, plus grande liberté. Donc, on n'est pas là pour convaincre. Nous sommes juste là pour montrer, pour donner à voir ce qu'est un coach quand il est dans sa posture. Et le client saura très bien décider s'il a besoin de nous ou pas. Ouais. Et quand nous ne sommes pas dans une intention de vendre, mais que nous sommes juste à disposition du client, eh bien, je te promets qu'à tous les coups, ça marche. Voilà. C'est Ouais, juste miraculeux. c'est pas du tout la même attitude, effectivement. C'est pas la même façon d'aborder aussi la personne. Enfin, ça change beaucoup de choses, rien qu'au départ, quoi. Ben oui. C'est-à-dire qu'on n'est pas face à un objet marchand. Ouais. Nous sommes d'abord là pour être aux côtés de l'autre. C'est ce qu'on appelle vraiment une relation d'aide. Ouais. Hein, nous sommes là pour cheminer avec l'autre. C'est très chouette, en fait. C'est très beau. La posture de coach, c'est vraiment une posture d'accompagnement. Enfin, on est là on est là à côté. Bon, voilà. Après, suivant le coaching, il y a des petites variantes qui vont s'exercer au fur et à mesure du coaching, mais c'est important que tu soulignes ça. Et effectivement, ça crée vraiment ce qu'on appelle le kit de survie, c'est-à-dire une relation de confiance qui est importante dès le départ. En fait, il faut créer l'alliance. Ouais. C'est même plus que la confiance, j'allais dire. Et l'alliance, c'est quelque chose qui est très difficile à identifier parce qu'on ne s'en rend compte que quand ça va vraiment mal. L'alliance, c'est être capable de vivre un haut degré de frustration sans remettre en cause la relation. Moi, j'aime bien prendre j'ai l'habitude de prendre un exemple que j'aime beaucoup dans les couples. Ouais. Si un ménage divorce parce que l'assiette est mal rangée, c'est qu'il n'y a plus d'alliance, tu vois. Ouais. Mais si en revanche, ils sont capables de s'engueuler parce que la maison est mal rangée, bon, moi, je suis célibataire, donc j'ai résolu le problème simplement et efficacement. Mais si le couple divorce parce que la maison est mal rangée, ben, c'est qu'il n'y a plus d'alliance, quoi. Ouais. D'accord? Et donc, l'alliance, c'est quelque chose qui se construit, qui se nourrit. Et la confiance est un des paramètres de l'alliance. C'est pas le seul, mais c'est un des paramètres clés de l'alliance, effectivement. Voilà. Ok. Oui, parce que il arrive que durant le coaching, de toute façon, il peut y avoir des moments comme ça, un petit peu pour plein de raisons. À un moment, le coaché, il peut freiner aussi par rapport à. Non seulement il peut freiner, mais à un moment, on dit que le coach sert comme les psychothérapeutes d'ailleurs, comme tous les professionnels de la relation d'aide, il n'y a pas que les psys et les coachs. Nous servons ce que nous appelons de surface de transfert. C'est-à-dire que la personne va réactiver dans l'ici et le maintenant ce qu'elle a eu l'habitude de jouer, par exemple, avec ses figures d'autorité dans le passé. Alors, nous pouvons être, j'allais dire, victimes positives de transferts positifs. Ouais, C'est-à-dire que la personne voit en vous le Messie, le sauveur, tout va bien. Et puis, il y a des moments où le transfert est négatif. Et tout d'un coup, la personne va vous renvoyer sa colère, etc., etc. Et c'est pour ça que je dis que c'est un métier qui est très complexe. C'est pas pour dire qu'il est complexe, voilà. C'est une réalité. C'est-à-dire que déjà, moi, je ne sais jamais complètement si je suis coach ou si j'exerce le métier de coach. Et quand je dis ça, il y a une différence fondamentale. Être coach, ça veut dire que nous mettons de notre identité personnelle dans notre manière d'être et de relationner avec l'autre. Et je pense que nous sommes obligés de le faire. Et quand je dis que j'exerce le métier de coach, c'est-à-dire que là, je mets en œuvre des processus, des techniques que j'ai appris et que je mets au service du client pour qu'il avance. Je pense que c'est un fin maillage toujours des deux choses. Et c'est pour ça que je dis, alors là, j'arrive à mon fameux mantra, merci de m'avoir fait la transition. la transition, voilà, sans le vouloir. C'était pas téléphoné, hein, c'est promis. Ouais. C'est que comme ce métier est complexe, il est aussi dur par moment parce qu'on peut avoir vraiment des transferts négatifs, des projections violentes, etc. Et donc, je dis que le coach, l'estime de soi est au coach ce que la voix est au chanteur, précieuse. Et ça, c'est de moi. C'est pour ça que je dis d'ailleurs au coach, n'oubliez pas que l'espace de supervision est aussi un espace de solidarité, de soutien, de ressources, de confraternité, parce que nous faisons un métier difficile et nous avons besoin par moments nous-mêmes de nous restaurer. Nous ne pouvons pas retourner chez nos clients si nous avons été secoués par une remarque, par un transfert, etc. Tu vois ? Ouais, il y a une vraie, c'est important cette notion effectivement de bienveillance dans la supervision parce que effectivement il y a des choses qui peuvent chahuter un petit peu suivant les séances. Et c'est bien que tu mettes ça aussi en avant. Ça donne vraiment différentes aspérités
du métier et il y a plein de façons effectivement de l'aborder. Et ce qui est génial pour ceux qui ont envie de devenir coach ou d'avancer de plus en plus dans le coaching d'entreprise, c'est qu'on voit qu'il y a plein de façons aussi de l'aborder. Tu parlais des outils, mais c'est vrai que quand on est en cours, on nous met d'abord en avant certains outils et il y a toujours en arrière-plan cette posture qu'on doit garder. C'est effectivement un équilibre qu'il faut trouver tout le temps. Oui, j'allais dire, c'est presque un yo-yo permanent ou un effet toupie, tu vois, pour qu'on reste en équilibre entre l'exigence de la technique, de notre capacité à savoir rendre compte de ce que nous faisons. Moi, parfois, j'entends des coachs qui ont des formules, ça arrive, je ne veux pas critiquer mes collègues, mais qui ont des formules, alors soit un peu naïves, soit un peu dans l'illusion de dire, moi, je coach à main nue. Sous-entendu, j'ai pas d'outils, j'ai pas de cadre. Non, c'est pas vrai. Tous ceux qui vous disent ça, en général, sont des gens en plus qui sont hyper formés, et simplement, ils ont tellement intégré la technique qu'elle ne se voit plus. Tu vois. Mais justement, un des enjeux de la professionnalisation du coach, c'est non seulement en permanence d'être plus au clair sur quelle est notre identité professionnelle, quelle est notre teinte, qu'est-ce que nous mettons de spécifique dans la relation, si on considère que la relation à l'autre est le lieu de la réparation et de la croissance, mais c'est aussi être capable de rendre compte de ce que nous faisons. Tu vois, c'est vraiment être capable de dire, ben voilà, à tel moment, j'ai fait telle hypothèse, j'ai pu vérifier mon hypothèse et j'ai fait tel type d'intervention parce que j'attendais tel résultat. Ben ça, je peux te dire, c'est un sacré travail, un sacré boulot et on n'a pas de toute une vie pour s'entraîner à ça. Hein. C'est clair. Donc, c'est un métier qui est technique, qui est complexe et en même temps qui est passionnant parce que fondamentalement, il fait d'abord appel à la relation et il fait d'abord appel à ce qu'il y a de plus merveilleux chez l'être, c'est sa dimension mystérieuse. D'ailleurs, Lénard, décidément, je le cite beaucoup aujourd'hui. Je ne sais pas s'il va avoir les oreilles qui sifflent, mais il a une très belle phrase. Il dit « Les coachs professionnels ne sont pas des pédagogues, ce ne sont pas des andragogues. » Alors, les pédagogues, c'est enseigner pour les enfants, les andragogues pour les adultes. Mais ils sont des mystagogues. Ils accompagnent le mystère de l'être. Je trouve ça extraordinaire. Tout ça pour nous rappeler que nous avons besoin d'être d'une grande humilité et de ne jamais nous faire l'illusion de bien connaître notre client. Parce que nous-mêmes, nous connaissons-nous suffisamment nous-mêmes déjà. Donc, imagine le client. Mais donc, c'est une belle leçon d'humilité. En même temps, c'est tout ce qui fait la beauté et le fait que ce métier ne nous amène jamais à nous répéter. Jamais, jamais. Je n'ai jamais eu un cas identique. C'est ça qui est extraordinaire. Bah oui, chaque personne étant différente et tant mieux, j'allais dire. Alors, c'est un point important que tu soulignes, c'est pas tomber dans la surpuissance. Ouais, c'était ce côté un petit peu, ça y est, j'ai le sentiment que je maîtrise. Et d'ailleurs, la supervision, c'est aussi fait, j'allais dire, pour ça, hein, pour un petit peu... j'allais dire raccrocher les wagons et faire en sorte que... pour prendre un peu de recul. En fait, je pense que quand il y a un risque de surpuissance, c'est souvent chez les coachs juniors ou les gens qui coachent pas assez. Moi, j'allais dire, c'est un peu l'effet du conducteur débutant. Je sais pas si tu te souviens quand tu as appris à conduire et avec qui tu as appris à conduire. Tu t'en souviens? Avec un conducteur. À Nice, la conduite n'est pas une référence. Ah oui. C'est pas une grande réputation. En général, quand on apprend à conduire, en tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé, ça c'est sûr, mais je pense qu'il y en a beaucoup à qui c'est arrivé. C'est-à-dire que tu sais, au début, tu es tout bateau, tu es mort de trouille, accroché à ton volant, à tes pédales, tu essaies de penser à tout, à ton levier de vitesse et tout. Et puis, tout d'un coup, tu commences à te dire, ah, ça va mieux, je conduis bien, oh là là, c'est super, je peux conduire un peu plus vite, et vlam, le ravin. C'est un peu ça, c'est-à-dire, bon, la surpuissance, ça me fait rire parce que elle peut arriver dans le coaching, nous ne sommes pas des êtres infaillibles, mais ça n'est sûrement pas un élément aidant pour le coach. Sûrement pas. Au contraire, plus nous avons cette humilité de nous dire je ne connaîtrai jamais assez l'autre pour l'accompagner, et plus nous ouvrons en fait tout un champ pour que l'autre puisse croître. Parce que de quel droit nous pourrions nous imaginer que nous connaissons tout de l'autre et nous maîtrisons tout de l'autre. Je raconte souvent cette anecdote, bon, je sais pas si elle nous écoutera parce que ça pourrait lui rappeler un événement triste, mais un jour, j'ai une consoeur qui est une coach hors norme, vraiment qui a énormément d'expérience qui en a même plus que moi d'ailleurs, qui est une très très ancienne coach sur le marché, qui est une fille extraordinaire, qui a une sensibilité, qui a une troisième écoute hors norme, qui techniquement,
connais plein de choses en AT, en PNL, en Gestalt, en systémie, enfin, je t'en passe, en logothérapie et autres. Et un jour, elle m'appelle, c'est une fille qui a toujours une joie de vivre extraordinaire. Et un jour, elle m'appelle en larmes. Je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle me dit, tu ne devineras jamais ce qui s'est passé. Ben, je lui dis, dis-moi. Elle me dit, ben voilà, ça fait 27 ans que je suis mariée avec mon mari. Ben, je lui dis, oui, je sais, tu es mariée depuis longtemps avec lui. Ben, elle me dit, il m'a dit, un 1er avril, assieds-toi sur le canapé, j'ai un truc à te dire. Elle s'assied, tout. Il dit, ben voilà, je t'aime plus, je te quitte. Et elle a pris un énorme fou rire. Elle lui a dit, attends, ça fait 27 ans qu'on est mariés. C'est le 1er avril. Tu vas pas me la faire, moi. Et le gars super emmerdé qui dit, ben écoute, non, je suis désolé, mais je t'aime pas et je te quitte. Et je suis désolé pour la date, j'ai pas fait attention. Et là, elle s'est effondrée. Et elle me dit, là, j'ai découvert un autre homme. J'étais mariée avec lui depuis 27 ans. Je me rendais compte que je ne connaissais pas mon mari. Je sais pas si tu vois, à quel point nous nous méconnaissons et nous méconnaissons l'autre. J'aime bien garder cet exemple parce que, en fait, je crois que nous ne connaissons jamais assez l'autre et c'est ce qui fait aussi le côté extraordinaire pour le coach. Ouais, enfin là, c'est cher payé. Là, c'est oui. Bon, là, la pauvre, ouais, c'était le choc. Mais je le cite parce que c'est une fille qui est tellement extraordinaire, qui a un tel background dans ce métier. Je dis, bah voilà, ça veut dire que même les coachs très expérimentés peuvent se planter. Et heureusement. Et heureusement, nous sommes faillibles, bien sûr. Ok. Bon, alors après, donc là, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de l'EMCC la période de MCC. Bah écoute, donc ce que je te disais, c'est que j'étais encore en train de me former, que je suis rentré dans un groupe de supervision, puis je me suis dit, bah tiens, je veux aussi adhérer à une fédération. Et puis j'ai commencé à regarder un peu à droite et à gauche. Je me suis dit, bah tiens, le MCC, ça me plaît bien. Et ce que j'aimais beaucoup, c'était que ils avançaient trois choses fondamentales pour moi. La solidarité, qui est toujours j'allais dire une marque de fabrique de MCC, parce que depuis 2004, on a du coaching solidaire en France et on accompagne les gens les plus cabossés de la vie et qui n'ont pas les moyens de se faire accompagner. On leur propose des super coachs professionnels, pas des débutants pour l'école de coiffure, tu vois, non, des coachs professionnels. Et tu dis pas ça pour nous qui sommes en formation. Non, mais tu sais, je dis ça parce que c'est vrai que ça peut toujours surprendre. Mais quand on accompagne des gens qui sont très cabossés par la vie, surtout, nous devons limiter au maximum les risques d'intervention dommageable. Et ce que je dis, c'est qu'un coach professionnel n'est pas à l'abri d'une intervention dommageable. Jamais. On ne sait jamais ce qui est constitutif de l'histoire de l'autre. Et donc, on a toujours potentiellement, comme n'importe quel accompagnant, le risque de toucher quelque chose de trop sensible, etc. La différence entre quelqu'un qui débute et quelqu'un qui a beaucoup d'années d'expérience, ben c'est comme le chirurgien, si tu veux, qui met le scalpel un peu à côté et qui va rattraper le coup. C'est-à-dire qu'en fait, on peut parfois toucher quelque chose de trop sensible et le faire de manière un peu maladroite, mais le coach professionnel aguerri saura récupérer le geste. Tu vois, c'est comme un peu le pâtissier qui récupère sa crème anglaise ou le cuisinier qui récupère sa béchamel, quoi. Okay, bah, quand tu fais ta première béchamel, elle reste avec ses grumeaux jusqu'au bout, quoi. D'accord. Bon, voilà. Là, c'est la parenthèse parce que Gabriel, je sais qu'il aime bien cuisiner, moi aussi, mais voilà. Et j'ai bien compris le message. Ok. C'était le petit temps cuisine. Oui. Alors, plus sérieusement, la deuxième chose qui m'a passionné à l'EMCC et qui est toujours quelque chose vraiment d'actualité, c'est l'ouverture. Il y a plein d'écoles adhérentes, plein de courants différents, des gens qui viennent de tous horizons. Et on a le plus grand respect pour tous les courants de pratique. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Nous avons une organisation consoeur qui fait la même chose que nous, une autre fédération de coachs, qui elle est plutôt dans une logique d'étalonnage international des pratiques. Nous, c'est pas du tout notre logique à nous. Notre logique. Ouais, je vois à qui tu fais allusion. À l'origine, voilà. Alors, je disqualifie pas du tout ma consoeur, mais simplement qu'on n'est pas dans la même logique. Il y en a une qui est d'obédience américaine, avec une logique très process, et on garantit la même qualité de service partout dans le monde entier, alors que le MCC a vu son berceau naître en Europe, et en Europe, c'est plutôt la diversité des pratiques. Et d'ailleurs, je me rends compte, c'est intéressant que loin de l'état d'esprit de l'étalonnage international des pratiques, donc nous sommes dans la valorisation de la diversité des pratiques, tout en essayant d'identifier les standards qui vont faire que le métier va être un métier de très haut niveau. Eh bien, cette vision européenne est en train de gagner le monde entier.
C'est-à-dire que le MCC est en train de croître très fortement sur le continent américain, sur le continent asiatique, sur le continent africain. Et je pense que ça correspond beaucoup plus à l'esprit du métier maintenant. D'accord. Il y a 20 ou 25 ans, c'était peut-être un peu plus pratique et facilitant d'être dans une logique d'étalonnage des pratiques. Je pense que maintenant, ça n'est plus du tout l'enjeu du métier. Ouais, c'est plus d'actualité. Ouais. Voilà. Et après, est-ce que le MCC, c'est les seuls à proposer du coaching solidaire ou est-ce qu'il y en a, Ah oui, alors de manière très institutionnalisée, oui. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que le MCC France, c'était sa marque de fabrique dès le départ, avant même qu'on rejoigne le MCC Global, parce qu'au début, on s'appelait Association européenne de coaching. Donc, dès le départ, notre première action, ça a été le coaching solidaire. Et quand on a rejoint le MCC Global, on s'est aperçu que plein d'autres pays faisaient la même chose. Donc, c'était vraiment un état d'esprit partagé. C'est-à-dire que, par exemple, en Turquie, depuis 7 ans maintenant, ils ont un programme de mentorat des femmes leaders. Ils ont fait exploser le nombre de femmes dans les conseils d'administration et à la tête des entreprises stambouliotes. Un truc jamais vu, fait avec 14 entreprises internationales et l'American Chamber. En Angleterre, le MCC UK a travaillé avec la police londonienne pour faire rentrer les pratiques du coaching et de l'accompagnement dans les pratiques de la police londonienne. À Hong Kong, ce sont des consoeurs et des confrères qui luttent contre le suicide des jeunes. En Norvège, c'est un travail avec Médecins sans frontières Norvège, tu vois. Donc, en fait, dans chaque pays, en fonction de nos cultures, ça, c'est aussi le propre de l'UMCC, c'est chaque pays est autonome, développe sa culture, etc., tout en échangeant avec d'autres pays. Le MCC Global, c'est très différent de l'ICF. Le MCC Global, c'est vraiment une fédération de pays qui, ensemble, négocient, réfléchissent, font un travail avancer des pratiques, etc. C'est vraiment, et c'est chaque pays une voix, quelle que soit la taille du pays. Alors, c'est très challengeant. Alors, le MCC France, qui est le deuxième pays de l'MCC avec 3000 membres, et puis un pays, alors je ne vais pas en citer les pauvres parce qu'ils vont croire que je vais les mettre au pédigree, mais tu as des pays où tu as 50 ou 60 membres, des tout petits pays, eh bien, c'est un pays, une voix. Je te dis pas, hein, c'est c'est un peu comme le Conseil européen, comme pas le Conseil européen, l'Assemblée. Tu veux dire l'Assemblée européenne ou quoi? Ouais, le Parlement européen. Je sais pas, je perdais le nom tout d'un coup. C'est-à-dire que tu as les Anglais qui ont une certaine relation collective, tu as les Français qui aiment bien s'allier avec les Allemands, tu as les Grecs qui sont toujours un petit peu atypiques, etc., etc. Donc, c'est très marrant de retrouver un peu ces dominantes culturelles dans la vision des pays UMCC. C'est très, très amusant. Et c'est très enrichissant, c'est passionnant. Puis alors, en Asie-Pacifique, le MCC a explosé ces 3 dernières années. C'est juste extraordinaire. En Chine, en Australie, enfin, il y a des choses magnifiques qui se passent, quoi. Tu vois, même pas dans des pays comme la Chine, où on sait que les gouvernements sont des gouvernements durs, eh bien, nous arrivons à faire vivre et faire rayonner le métier de coach, qui est un métier qui vise à rendre la personne autonome. C'est quand même assez extraordinaire, tu vois. Et vous avez des retours par rapport à eux? Comment ça se passe, des échanges d'un pays à l'autre? Comment vous savez un petit peu bien sûr, parce que déjà, on a des colloques internationaux. Tu peux participer en tant qu'adhérent, il n'y a pas de souci. Bon, c'est encore beaucoup en anglais. Il y a un peu de français maintenant, mais donc il faut quand même être anglophone. Mais on voit maintenant des Chinois, des Australiens qui viennent au colloque ou des Américains qui viennent au colloque de l'MCC Global. Et puis, à chaque fois que les pays se réunissent, il y a les boards internationaux où on se réunit, on partage nos pratiques, nos visions, ce que l'on observe de nos marchés. Et puis, il y a les enquêtes internationales aussi, bien sûr, que l'on fait. Voilà. Ok. Et alors donc du coup au sein de l'MCC, bon là il y a une page qui vient de se tourner. Tu nous as dit. Oui, j'ai d'abord été plusieurs années délégué régional Rhône-Alpes. Ensuite j'ai été 1 an secrétaire général et puis j'ai fait 5 ans de présidence. Et là c'est en train de s'arrêter. Disons qu'on a voté ma successeur et puis je vais travailler sur les affaires courantes jusqu'à l'Assemblée générale du 16 avril. Voilà. Donc, bien sûr, la main dans la main avec ma consoeur qui vient d'être élue. Puis en plus, je suis très fier parce que symboliquement, c'est la première fois qu'une femme est présidente de l'MCC France. Je me suis dit, enfin, on a 70% de personnes qui sont des femmes dans notre métier et jusqu'à présent, on n'avait eu que des hommes comme président. Alors, comme je n'avais jamais prévu d'opération me concernant, je suis très content que ma successeur soit une femme. Tu peux nous dire son nom. Comment? Tu peux nous dire son nom? Oui, bien sûr. Tu l'as pas vu sur LinkedIn, on en a parlé partout.
Tu peux nous le dire? C'est Vas-y. Florence, oui, c'est Florence Soustre-Gasser. Voilà. Ok. Qui est une collègue que je connais bien, qui est très, très engagée. Alors, c'est super parce que moi, j'avais un côté très institutionnel. Donc, j'ai beaucoup contribué à la création du CIMAX, le syndicat interprofessionnel des métiers de l'accompagnement, du coaching et de la supervision, qui a l'ambition d'englober toutes les organisations représentatives de notre métier. Donc, il y a déjà le MCC France, l'ICF France, l'ASF Coach, le CECORP, le SYMPAC, l'AICC HEC qui vient de nous rejoindre à l'instant. Il y en aura encore d'autres parce qu'il y a des associations d'alumni qui peuvent nous rejoindre, par exemple, comme c'est le cas d'AICC HEC. Ouais. Et en fait, donc le CIMAX a vocation à défendre le métier face au pouvoir public et à négocier avec les partenaires sociaux. Donc ça, c'était le volet qui m'a passionné. Ouais. J'avais un deuxième volet qui était de faire exploser le nombre d'adhérents à l'EMCC. Je crois que là, alors on a explosé tous les records parce que quand j'ai pris la présidence, on était 632. Et là, tout à l'heure, j'étais dans le TGV, j'ai regardé, nous sommes 2985 adhérents. Je ne sais pas si tu vois. En 5 ans de 3000. 600. Bah voilà, bientôt les 3000. On y est presque. J'aimerais bien que ce soit avant l'Assemblée générale, parce que symboliquement, ce sera vraiment le jour où je tirerai ma révérence de président. Ouais. J'aimerais bien qu'on ait dépassé les 3000. Mais donc ça, c'était mes deux grands chantiers. Le troisième grand chantier, c'était la territorialisation de l'MCC. Quand je suis arrivé, il y avait des régions qui n'étaient pas encore couvertes. Alors non seulement on a un délégué régional dans chaque région, y compris dans les territoires ultramarins, mais on a aussi maintenant des responsables de pôle, ce qui fait que dans presque toutes les régions, aucun adhérent n'est à plus de 100 km de représentant au MCC. Je sais pas si tu vois. C'est pas hors norme, ça. Voilà. Donc ça, c'était un autre enjeu parce que un autre enjeu, c'est d'être proche des gens. Voilà, c'est d'être proche de nos adhérents. Et puis, tu as un téléphone qui sonne. C'est toi ou c'est moi? Non, c'est toi. Ah oui, tu as raison. C'est chez moi. Bon, on va laisser sonner, c'est pas grave. Donc, on va laisser sonner le temps que, comme ça, on Ah oui, attends, Marc, attends. Non, je vais peut-être couper, effectivement. C'est marrant parce que personne ne connaît ce numéro. Donc... Voilà. Donc, ça, c'était un enjeu majeur. Et puis, j'avais aussi un autre enjeu, c'est de rendre le métier très visible. Et là, c'est vrai que, par exemple, on fait des colloques. Je te conseille de venir au colloque du 1er et du 2 octobre, où il y aura Edgar Morin, Claudine Nuret, Pierre Rabhi, etc. Il y aura Alexandra Palt qui représente la RSE de chez L'Oréal, qui est directrice de la RSE. Il y aura aussi Mathias Vichera, qui est le secrétaire général de Danone. Donc c'est pas rien, tu vois, des personnalités quand même de haut rang, de haut niveau. Et on aura bien sûr Edgar Morin, 99 ans, on croise les doigts quand même, parce que c'est un vrai challenge pour lui. Et donc, je voulais aussi que ce colloque soit aussi le premier événement de la transformation de la société et des organisations en France. Et maintenant, c'est le cas. C'est devenu un événement absolument hors norme qui se déroulera cette année ici des Moulineaux. Alors, ma collègue, elle, je pense qu'une de ses spécialités, ça va être de vouloir faire rentrer massivement l'entreprise dans tout ce que nous faisons. Il y a encore un peu trop, pour moi, effectivement, elle a raison, un peu trop un gap entre les coachs professionnels d'un côté et puis les DRH de l'autre, etc. Donc, on aimerait bien que ça maille un peu plus avec les dirigeants. Alors, on a déjà fait, on a des gens comme Gilles Poirieux, qui est un gars extraordinaire, qui a été le DG de Sodexo Russie, puis de Sodexo Pologne, puis de Sodexo France, qui fait appel à beaucoup de coachs, qui a un regard extraordinaire sur nous. On a comme ça beaucoup de gens qui nous soutiennent parmi les dirigeants, mais je pense qu'on peut faire mieux. Voilà. Et je pense qu'elle saura ouvrir encore les portes et les fenêtres beaucoup plus largement aux dirigeants et aux DRH. Ouais. Oui, parce que l'idée, c'est vraiment de plus en plus de faire comprendre la place que peut avoir un coach. Alors, coach salarié, parce qu'il y en a qui sont salariés au sein d'une entreprise. Oui, ça se développe. C'est un peu lent, mais ça se développe. Voilà, et puis après, effectivement, quelle que soit la taille de l'entreprise, de comprendre les enjeux peut avoir l'intervention d'un coach sur des objectifs ou des problématiques, comme on disait tout à l'heure. Voilà, bien sûr. On a besoin d'échanger, de croiser nos regards. Il y a de plus en plus de dirigeants et DRH qui viennent au colloque d'ailleurs. Mais je pense qu'elle va, je croise les doigts, je pense ce sera son grand truc. Voilà, entre autres. Ok. Bon, et c'est quoi la suite donc après la Pour présidence? Ouais.
Alors, c'est sûr que je vais quand même continuer à œuvrer un peu au sein de l'MCC. J'espère que je vais pas faire des déçus. J'espère qu'il n'y en avait pas qui se disaient enfin on est débarrassé de Gabi. Et non, J'en il sais est là. rien, ça peut devenir, hein, on va voir. Ouais. Mais indépendamment de ça, je pense que j'ai envie de faire d'autres choses. Par exemple, j'ai envie d'œuvrer pour connecter tous les marchés francophones dans le monde. Parce que ça, Ok. je pense que ça manque. Il y a plein de coachs qui parlent pas anglais et qui, parce qu'ils ne parlent pas anglais, pensent qu'ils peuvent pas travailler à l'international. Je pense que c'est faux. Donc, j'ai envie d'œuvrer dans ce sens-là. J'ai envie aussi d'œuvrer pour continuer à accueillir toujours aussi bien que nous le faisons nos nouveaux adhérents. Donc, je pense qu'il y a une commission vie associative qui vient de naître. Je pense que j'y mettrai peut-être un peu mon nez. Et puis, ben, je vais aussi continuer à œuvrer. Je suis trésorier du CIMAX. Donc, je vais continuer à œuvrer pour que le CIMAX rayonne beaucoup plus encore. Ok. Voilà. Et puis, je vais peut-être écrire aussi. Je n'ai pas encore eu le temps de beaucoup écrire. Et puis surtout, continuer à faire beaucoup de vidéos. J'adore ça. Donc, Ouais. Il y avait un bouquin qui était que tu voulais écrire depuis un moment. C'est toujours d'actualité, ça, sur justement le coaching d'entreprise. comment vivre du métier ou qu'est-ce que je t'avais dit? Parce que j'ai plein de projets. Tu m'avais dit que tu souhaitais écrire un bouquin justement J'ai autour du coaching. commencé. Voilà. J'ai commencé, mais j'arrive jamais à trouver le temps de continuer. Mais bon, Ok. mais on verra. Ouais. Oui, je pense Ouais. que je vais écrire. Voilà, je vais trouver le temps. Là, j'avoue que la présidence m'a pris beaucoup, beaucoup de temps. Ça m'a passionné. Donc, c'est Ouais. super. J'ai appris plein de trucs. Piloter une organisation qui croît aussi vite, où on est obligé de faire des transformations structurelles et en même temps d'être constamment le nez dans le quotidien, l'opérationnel, qu'avec des bénévoles. C'est beaucoup plus challenge qu'une organisation où les gens sont salariés. J'avoue que j'ai beaucoup appris et en même temps, je me suis régalé. Donc là, je vais prendre un petit temps de pause parce qu'il faut déjà que je tuile avec ma collègue, que je prenne un petit peu de temps de pause et puis que je vois un petit peu comment je me réinvestis. Mais enfin, me connaissant, bon, même si j'ai envie de faire un petit peu plus de clavecin, je suis un passionné de clavecin, Ouais. j'aimerais bien voyager un peu plus, me reposer un peu plus, flâner de temps en temps. Je pense que mes flâneries ne vont pas durer bien longtemps. Ouais. Je Ah me non, mais connais. c'est ce que tu disais, c'est important qu'un coach il prenne aussi soin de lui pour Bien être un bon coach. Hein. bien sûr, mais bon. Le message, euh, être écologique avec soi aussi. Mhm. J'ai Et, entendu le message. ok. Bon. Ça me parle. Alors, tu sais, moi, ce que je dis, j'ai l'habitude de dire, parce que mes clients me disent, ah ben vous aussi, vous rencontrez des problèmes? Ah ben, je dis oui, comme vous, on peut s'engueuler. Ah bon, les coachs, ça s'engueule? Bah, je dis oui, mais je dis encore heureux qu'on vit les mêmes choses que vous, parce que si on ne vivait pas les mêmes choses que vous, on ne saurait pas à quel point c'est compliqué. Donc, bah, moi aussi, j'ai besoin d'améliorer mon écologie personnelle. J'aurais besoin de dormir un peu plus, de prendre un peu plus de vacances. Ça, c'est un peu le risque quand on est dans un métier qui nous passionne. Et c'est vrai que le métier de coach professionnel, c'est un métier vocationnel et c'est un métier passionnant. Pas facile, mais passionnant et vocationnel, ouais, ça c'est sûr. En tout cas, je te remercie beaucoup parce que souvent j'entends qu'on ne peut pas forcément vivre d'une passion, qu'une passion c'est une chose, en vivre c'est autre chose. Bon, toi, tu es l'exemple vivant qu'on peut quand même vivre de sa Oui, bien passion sûr. et un Tu peu sais, décomplexer, enfin, j'allais dire ouais. décomplexifier un peu la chose parce que souvent on en fait Mm. tout un étalage. Mm. Je trouve que tu as une façon de l'aborder qui est assez humble, assez simple, même si encore une fois, le métier en lui-même il y a plein de façons de l'aborder. Oui, en fait, il faut pas, tu le soulignais tout à l'heure finalement, c'est d'abord un métier de profession libérale. Et le paradoxe, c'est que très souvent, parmi nous, il y a beaucoup de gens qui ont quitté l'entreprise parce qu'ils ne se reconnaissaient plus dans la manière dont l'entreprise faisait les choses et avaient aussi l'ambition de l'accompagner en étant à l'extérieur du système. C'est-à-dire, ils étaient salariés, ils veulent devenir profession libérale. Et c'est vrai que du coup, il ne suffit pas juste de se former au coaching. Il faut aussi acquérir un deuxième métier qui est le métier de l'entrepreneur. Et ça n'est pas simple. Et c'est souvent plus là que ça coince. C'est pas qu'on peut pas vivre de ce métier, c'est que parfois il y a des gens qui ne sont pas faits pour l'entrepreneuriat. Et c'est vrai, comme tu le soulignais tout à l'heure, il y a de plus en plus de postes de salariés, mais ça reste très rare. Ouais, ouais. Donc, j'allais dire, quand vous avez envie de devenir coach professionnel, si vous voulez en vivre, Ouais. pas juste en faire un complément, mais si vous voulez en vivre, assurez-vous quand même, si vous devez vous installer à votre compte, que vous avez aussi l'âme d'un entrepreneur et que vous êtes prêt à prendre des risques, que vous êtes prêt à avoir une rémunération irrégulière, parce que finalement, moi, tu sais, j'ai fait 1 an de salariat dans ma vie.
Et au bout d'un an, je suis allé voir ma banquière, je lui ai dit, écoutez, faites ce que vous voulez, mais ouvrez-moi un compte professionnel. La banquière, après un gros fou rire, elle me dit, ah, celle-là, on me l'avait jamais faite. On m'a souvent amené des logos en me disant, regardez, je veux vendre ça, je veux faire ci, je veux faire ça, etc. Mais elle me dit, mais alors, me dire, est-ce que vous pouvez ouvrir un compte professionnel? Ça, on me l'avait pas fait. Et elle me dit, mais vous voulez vendre quoi? Oh, je lui dis, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je ne veux plus être salarié. Ouais. Donc, moi, au départ, c'était ça quand même mon projet. Quand je suis devenu consultant, c'est de ne plus être salarié. Ben, ça m'a réussi. Tout compte fait, pas Et mécontent. alors, c'est pas, enfin, il y a des gens qui ont peut-être cette appréhension d'être entrepreneur, mais comme tu le disais tout à l'heure, ils peuvent aussi se faire aider pour un petit peu aborder les Bien choses sûr, d'une bien manière sûr. plus sereine, parce que bon, Je pense que c'est à la portée de beaucoup, beaucoup de gens. Mais là où il peut y avoir des freins, d'abord, c'est que très souvent, ils partent avec le handicap du poids de l'environnement. Il y a plein de gens qui leur disent, non, mais t'es malade, t'es ingénieur et tu vas devenir coach, mais coach, c'est un métier, ça. Tu vois, il y a souvent des gens qui évoluent dans des environnements très négatifs. Alors moi, on m'a fait le coup, hein, quand j'ai dit, par exemple, à ma mère que je voulais devenir coach, elle me dit, ah bon, tu veux faire du rangement d'armoire, toi? Alors, comme je ça suis un c'est bon fait. rebelle, voilà, comme tu as bon rebelle, j'ai pris un gros fou rire et elle a compris qu'elle avait mis les pieds là où il fallait pas, donc j'en ai plus jamais entendu parler du rangement d'armoire. Et depuis, elle trouve ça fabuleux en plus. Mais, euh, mais bon, parce que j'ai la chance d'être belle et que je ris de beaucoup de choses et que plus on essaie de mettre la tête sous l'eau et plus moi ça me fait rire. Envie, ouais, ouais. Euh, Ok. mais, Alors, euh, mais il y a ça, et puis je pense que surtout aussi, alors d'abord, il y a des gens qui tuilent, c'est-à-dire qui vont avoir un mi-temps salarié, qui vont faire du coaching à côté. Il y a des gens qui étaient déjà à leur compte et qui donc se débrouillent très bien. Vous pouvez aussi migrer de votre posture de salarié à votre posture de professionnel libéral progressivement. Il y a des gens qui négocient un plan de départ progressif et qui petit à petit vont se monter. Après, il y a des gens qui ont besoin de travailler à plusieurs. ouais. Vous pouvez vous monter en collectif. Moi, j'ai toujours aimé travailler seul, en réseau, mais seul. Bon, après, il y a des gens, ils se mettent à deux, à trois, ils s'associent, ça marche très bien. Après, il y a des gens qui peuvent aussi être salariés de cabinets de ressources humaines, qui peuvent faire aussi du coaching et de l'outplacement, qui peuvent faire du coaching et des ressources humaines. Enfin, il y a plein d'options, plein d'options. Ils peuvent se mettre en plus en portage salarial. Enfin, maintenant, en 2021, il y a infiniment plus d'options que quand moi j'ai démarré en 94, quoi. Ouais, ouais. On est devenu un pays d'entrepreneurs, la France. En 94, nous n'étions pas un pays d'entrepreneurs. Nous sommes devenus un pays d'entrepreneurs. C'est bien, tant Voilà. mieux, tant mieux. Ouais. Ouais. Ah oui, c'est extraordinaire. Je vais te dire, il y a beaucoup de gens qui disent, ah, c'était mieux avant, etc. Alors moi, j'aime beaucoup la remarque de Michel Serres qui disait, c'était mieux avant. Hitler, Staline, Pol Pot, rien que des braves gens. J'ai toujours adoré sa remarque. Il dit non, il disait, parce qu'il est décédé même, bien sûr, mais il disait non, ça n'était pas mieux avant. Et ben moi, je vais te dire, je me suis toujours réjoui de tout ce que je découvre. Je trouve qu'on a une nouvelle génération qui sont hyper créatives, qui ont plein de talents, comme nous on en avait quand on était jeunes aussi. J'adore tout ce qui émerge. J'aurais rêvé de vivre au XVIe siècle. J'ai adoré vivre au XXe et au XXIe. Je n'ai qu'un regret, c'est que probablement je ne pourrais pas vivre au XXIIIe ou au XXIVe siècle. Écoute, Quoique, voilà. l'avenir me le dira peut-être. Ça fait congeler, je sais pas. Alors Voilà. du coup, bon là, j'ai senti vraiment un optimisme pour l'avenir du coaching en entreprise et pour tous ceux qui s'intéressent un peu à cette profession qui n'ont pas encore franchi le pas. Est-ce que tu aurais des bouquins, des choses un petit peu à nous conseiller, des choses qui pourraient donner, alors Qu'aurait soit des donné clés. envie. Ouais, soit des clés par rapport au coaching en entreprise dont on a déjà parlé, mais et après un petit peu pour ceux qui souhaitent un peu découvrir ce métier dans le milieu de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller comme bouquin? Oh, il y a beaucoup de livres. Alors, je ne sais pas s'il faut s'appuyer que sur les livres. Il y a aussi des conférences qui sont intéressantes. Il y a Alors, aussi ouais, des domaines qui sont connexes. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de la complexité de la pensée complexe d'Edgar Morin. Alors, je ne sais pas si vous aurez tous envie de lire Introduction à la pensée complexe d'Edgar Morin, parce qu'en général, à la quatrième page, on se dit, bon, alors, attends, on reprend quand même à la première. À mon avis, tu as dû rater quelques bouts.
Mais il y a aussi des conférences qui sont passionnantes. Mais dans les livres, alors il y a les grands classiques du métier, Responsable porteur de sens de Lennart, Le métier de coach de François Delivray. Il y a pas mal d'ouvrages de Michel Moral qui sont très intéressants aussi. Il y a les livres coécrits par Vincent et des grands dirigeants, comme Oser la confiance, Engagement, espoir, rêve. Il a sorti deux livres récents, l'un qui sont Mes 10 stratégies, qui est très intéressant, qui est très bien, qui est très synthétique et qui est très didactique. Et puis, il a écrit aussi un autre ouvrage qui s'appelle Le management hybride. Là, il va en sortir un bientôt aussi, qui est très intéressant. Vous avez aussi un livre qui sort au mois d'avril de ma consoeur Alexandra Pupi. Je me souviens plus de son Pupin. Elle a un nom compliqué. Bon, bref, qui s'appelle je mettrai dans les voilà, descriptions. le coach et son compagnon, le philosophe, un truc comme ça, ou son cousin le philosophe, qui va sortir au mois d'avril. D'accord. Alexandra Pupinck. Ah, Alexandra, j'arrive jamais à retenir ton nom de famille, c'est terrible. On va le mettre en Alors, commentaire. sinon, tu as le livre aussi très intéressant et très, très, très clair sur un sujet pourtant qui n'est pas énormément, qui est le livre de Omid Koneshari, sur le qui coaching, s'appelle Coaching existentiel, voilà, qui est super. C'est vraiment un confrère et un ami absolument extraordinaire. Tu as bien évidemment toute la collection de Jérôme Curnier, Coaching Global. Alors là, c'est l'encyclopédie universaliste du coaching. Si vous voulez tout savoir sur tout, tous les liens, etc., ouvrez les tomes rouges, verts, jaunes ou violets de Jérôme Curnier. Il sera très content. Et puis, voilà, vous avez déjà pas mal à faire avec ça, quoi. C'est déjà pas mal d'ouvrages. Il y a aussi la chaîne YouTube de l'EMCC, où il y a pas mal de sujets. Il y a plein de témoignages, il y a plein de vidéos, il y a des gens comme Michel Cantu, comme, j'allais dire Paul Naref, non. En disant Michel Cantu, donc Michel Cantu, c'est le gouverneur honoraire de la Banque de France, qui a été aussi gouverneur du Trésor et qui a été un beaucoup plus discret directeur du FMI que son successeur, comment il s'appelle? Oui, Dominique Strauss-Kahn, voilà, merci. Donc, Michel Cantu, qui un jour, donc je l'interview dans les magnifiques salons de la Banque de France. Et puis, c'était l'année où on venait de perdre Simone Veil et Jean d'Ormesson. Tu vois, donc ils étaient morts au mois de décembre et j'interviewais Michel Cantu au mois de janvier. Et à un moment, je lui dis, Monsieur Cantu, nous venons perdre des personnes très importantes pour nous et je voudrais savoir un petit peu ce que vous retenez de ces personnages. Et puis je le sens un tout petit peu gêné, je le vois se tortiller sur son fauteuil et puis il me dit, vous savez, Johnny Hallyday ne fait pas trop partie de mon panthéon. Et là, j'ai plein de rire parce que j'avais pensé à Simone Veil. Et là, on a ri ensemble. Mais vous savez, Monsieur Cantu, je n'aurais jamais imaginé vous interviewer sur Johnny Hallyday. Je crois que c'était la même année où Johnny Hallyday était décédé. Donc, c'était très amusant ce quiproquo. On en a beaucoup ri. C'est d'ailleurs de lui que je retiens quelque chose de Michel Cantu, hein, pas de Johnny Hallyday, que je retiens une remarque absolument saisissante. Il me dit, vous savez, les Européens passent beaucoup de temps à se disqualifier, alors que le monde entier admire la capacité de l'Europe à avoir dépassé ces guerres fratricides. Il me dit ça, et quelque temps après, l'EMCC, qui était devenu mondiale et non plus seulement européenne, prenait la décision de réfléchir sur le changement de son logo, et au lieu de s'appeler European Mentoring and Coaching Council, IMCC, on voulait se transformer en International Mentoring and Coaching Council, IMCC. Et donc, on soumet ça au vote à tous les continents. Alors, les Européens, tout contents, ça y est, ils allaient transformer le I en I. Et puis, les autres nous ont dit, non, mais vous rigolez, le E de European, nous voulons le garder. Parce que c'est la diversité et l'excellence. Et c'est ça qu'on vient chercher dans votre continent. C'est chouette. C'est extraordinaire quand on a été touché par ça, tu vois. Bon, et ben voilà. Écoute, grand merci. On pourra parler des heures, hein, mais. Oui, je sais qu'avec toi, on peut. Il n'y a pas de souci. En tout cas, un grand merci, Gabriel, de nous avoir accordé ce moment sur Coach Station. J'espère qu'il y en aura d'autres, hein, bien sûr. Oui. Il y a encore
il y a encore plein de choses à dire. Il y a d'autres projets dont on parlera, sur lesquels on pourra effectivement échanger. Alors attends, je vais quand même essayer de retrouver le nom d'Alexandra parce qu'elle va me tirer les oreilles. Alexandra, voilà, Pupinck Bartoli, voilà, et pas Bartholdi. Pupinck Bartoli, et je crois que son ouvrage s'appelle Le coach et son cousin le philosophe, et son livre sortira au mois d'avril. Voilà. Ok, d'accord. Voilà, Alexandra pourra me pardonner. Pupinck Bartoli. D'accord. Bon, bah, on salue Alexandra alors. Ok. Voilà, en tout cas. D'ailleurs, il y a une interview d'elle, tu pourras regarder sur la chaîne de l'EMCC, qui est très, très sympathique et qui nous éclaire un petit peu sur le fameux Connais-toi toi-même, sur lequel notre grande amie Juju a voulu me coincer à l'occasion d'une émission d'Arte, ce qui m'avait beaucoup amusé à l'époque. Je me suis dit, tiens, comme au baccalauréat, il y a la prof qui vient de donner le coup de règle sur les doigts. Bon, eh bien, écoute, un grand merci à toi. J'espère que tu as été trop bavard. Non, c'était top. Vraiment, un grand merci. Alors donc, je t'invite à dire Coach Station parce qu'on me dit toujours, je ne sais pas si on le prononce bien. Comment tu dirais Coach Station, toi? Bienvenue sur. C'est sûr que Coach Station, ça a un peu moins de panache. Hein. Alors, c'est vrai qu'il y a Station F à Paris, hein, donc bon, on ne dit pas Station F. Mais bon, Coach Station, c'est pas mal. Ok. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Coach Station. Si vous aussi vous souhaitez faire découvrir le coaching professionnel au plus grand nombre, alors partagez dès maintenant cette vidéo et n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner en cliquant ci-dessous. Je vous dis à très bientôt avec de nouveaux invités pour échanger autour du coaching sur Coach Station. À très vite.